Bonjour, je suis vraiment honorée aujourd'hui de pouvoir introduire et vous présenter cette conférence de Yan Blanc, professeur d'histoire de l'art des temps modernes à l'Université de Genève, une personne avec qui on a collaboré, on a fait une très belle collaboration il y a 3 ans. Je me présente peut-être aussi, la Darmstadter, je suis conservatrice en chef des Beaux-Arts au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Et justement, notre première collaboration était autour de l'exposition Silence qui a eu lieu au Musée Rat en 2019, en été 2019. Une exposition thématique qui essayait de comprendre, dévoiler un peu ces questions de silence dans la peinture de 15e siècle jusqu'à nos jours. Et je dois dire que cette exposition était très bien prise, il a eu un accueil extrêmement favorable, beaucoup d'échos de public, de presse, et finalement, il y avait une seule critique qui était amenée par plusieurs personnes par rapport à cette exposition à l'époque, c'était le fait que parmi quarantaine d'artistes les œuvres de quarantaine d'artistes qu'on a présentées à l'exposition, il y avait très peu de femmes. Et on m'a chaque fois, parce que c'était finalement le seul point qui était considéré négatif, qu'on m'a posé chaque fois autour de cette exposition. Et je crois que même au colloque qu'on a organisé ensemble avec Yan Blanc, il y avait aussi des questions du public par rapport à ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée sur le moment, parce que ça entre vraiment plus en plus dans nos vies, dans nos esprits, que c'est la première question qu'on pose. Et je me rappelle très bien qu'il y a une journaliste qui m'a dit « Mais vous devez vraiment faire les calculs, imaginer 50% de femmes artistes, 50% d'hommes, ou que ça soit équilibré, que ça soit parfait, ou même plus. » Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai dit « Mais écoutez, c'est une bonne idée à première vue, mais en même temps, comme ça, on va par ce fait-là, on va changer l'histoire, on va cacher la vérité de l'histoire, parce que c'est pas par hasard que dans l'exposition qui présente des œuvres du XVe siècle à nos jours, on a tellement peu de femmes artistes, et surtout les femmes artistes, ils venaient surtout de XXe et XXIe siècle. Et c'est vrai que cette question-là, depuis ce moment-là, m'intéresse beaucoup. On a fait tout un travail au sein du musée sur la réflexion par rapport à nos collections femmes artistes, aussi avec un souhait dans notre charte d'acquisition d'acheter et d'acquérir plus les œuvres de femmes artistes pour compléter certaines lacunes, tout en gardant quand même la vérité historique, on va dire. Et c'est pour ça cette conférence m'intéresse énormément. J'ai vraiment plaisir de demander à Yan de la présenter. Et après, je pense qu'on aura pas mal de temps pour les questions et discussions ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci Lada. Merci de cet accueil. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc cette conférence, comme son titre l'indique, va être consacrée à finalement 2 questions. Une question d'ordre historique et une question d'ordre historiographique. La question d'ordre historique est la suivante. Quelle est la place des femmes dans la peinture française du XVIIe siècle? Et la seconde question sera, est-il certain, comme on le dit souvent, que l'histoire de l'art comme discipline académique, a invisibilisé les femmes de son discours? Alors évidemment, la question historiographique est liée à la question historique. Je ne pose et je ne réponds à cette question que pour la peinture française du XVIIe siècle. On verra donc que la réponse ou les réponses à ces questions sont peut-être un peu plus complexes, on va dire, que ce que l'on pourrait imaginer de prime abord. Mais pour commencer, je vous propose de nous plonger dans un tableau peint en 1666, qui est un tableau peint par Nicolas Loire, et un tableau qui est intéressant en ce qu'il rend un double hommage. D'abord, il célèbre les progrès des arts du dessin en France en les rapportant
à la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. J'y reviendrai dans quelques instants. Vous voyez que dans la partie inférieure droite de la composition, 2 femmes symbolisent les arts de l'Académie. La peinture d'un côté et la sculpture. La femme de dos représente la sculpture, elle est presque entièrement nue, elle a la peau pâle comme une statue, dont il reste d'ailleurs un fragment au sol, et elle tient un burin dans la main droite. À droite, la femme vêtue de couleurs vives, posant sa main sur une feuille de papier et une palette, allégorise la peinture. Au-dessus d'elle, le vieillard ailé, armé d'une faux, et Saturne, le dieu du temps, qui dévoile les 2 femmes. 2 hommes aux oreilles d'âne, fuyant la scène, au deuxième plan, évoquent probablement les thèmes de la bêtise ou de l'avarice. Les allégories de la peinture et de la sculpture peuvent ainsi diriger leur regard vers le portrait de Louis XIV, que leur temps Minerve, la divinité romaine des arts et des lettres. Plusieurs petits poutis préparent les couronnes de laurier qui sont les symboles de victoire et qu'ils poseront sur la tête des 2 personnifications. Et, pour couronner le tout, une représentation de la renommée souffle dans sa trompette afin de répandre la bonne nouvelle dans le monde. Le sens de cette action, de cette histoire est clair. Ce n'est qu'avec le temps, et grâce à l'action du roi, que la peinture et la sculpture, à travers la fondation de l'Académie royale qui leur est dédiée, ont pu trouver une véritable reconnaissance en France et dans le reste du monde. Cette représentation, toutefois, n'est qu'une célébration allégorique du règne de Louis XIV et de son influence, supposée au réel, sur la vie culturelle du royaume de France. Elle n'est évidemment pas un tableau fidèle de la réalité de la vie des membres de l'Académie royale ou des artistes français du XVIIe siècle. Si en effet les femmes sont omniprésentes dans ce tableau, ou tout du moins ont une importance considérable en allégorisant la peinture et la sculpture, c'est en vertu de traditions historiographiques qui, au moins depuis l'Iconologia de Cesare Ripa, un manuel publié à la fin du XVIe siècle, fait du corps féminin le support de la plupart des allégories. Ici, la peinture et la sculpture. Cette omniprésence des corps féminins ne signifie en rien que les femmes aient été, dans la France du XVIIe siècle, particulièrement présentes ou actives dans la vie artistique. On a beau chercher dans cette représentation d'une assemblée ordinaire de l'Académie royale, qui est peinte ici entre 1712 et 1721 par Jean-Baptiste Martin, on ne trouvera aucune femme présente, si ce n'est dans certains tableaux peints accrochés au mur du Louvre. Sauriez-vous d'ailleurs me citer le nom de 3 femmes peintres françaises du XVIIe siècle? Je vous les citerai toutes aujourd'hui. Quel enseignement tirer de cette lacune? Doit-on considérer que les femmes peintres n'ont joué qu'un rôle secondaire dans la vie artistique française du XVIIe siècle? Ou faut-il accuser l'histoire de l'art d'avoir, comme on le dit, invisibilisé les femmes ou encore effacé leur nom, mais aussi leur vie, leurs œuvres, de son discours, au profit des hommes? Cette invisibilisation a évidemment pu être involontaire et soumise à l'inertie des discours valorisant de façon systématique le rôle des hommes sur celui des femmes. Il a également pu être volontaire en reproduisant les schémas d'une société patriarcale pour laquelle seuls les hommes peuvent être les dépositaires du pouvoir, qu'il soit matériel, politique ou symbolique. Mais cette invisibilisation est-elle pour la France du XVIIe siècle une réalité qu'il est possible d'attester historiquement? Voilà, au fond, la question que j'aimerais poser aujourd'hui. Sur la base de l'examen des sources disponibles, des archives, des œuvres, et donc en divisant cette conférence en 3 parties successives. Dans la première partie, nous demanderons, à partir de l'analyse démographique, donc je vous donnerai pas mal de chiffres, de tableaux, de noms d'artistes, etc., à partir de mon dépouillement, donc analyse fondée sur les archives dépouillées par les historiens de l'art. Quelles ont été les femmes actives dans le monde de la peinture et subsidiairement un peu de la gravure dans la France du XVIIe siècle? Donc un portrait collectif complet de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous chercherons ensuite à comprendre dans la deuxième partie si ces femmes ont joui d'une forme de reconnaissance de la part de leur père, PAIRS. Et dans la troisième partie, quels ont pu être les modèles, les domaines de spécialisation dans lesquels les femmes se sont illustrées en leur temps. Pour préparer cette conférence, j'ai commencé par analyser le dossier de 2513 peintres documentés en France entre 1600 et 1700, en essayant d'une part de savoir parmi ces peintres, comme le disait le grand chanteur, où sont les femmes, et d'autre part de situer le contexte social et professionnel dans lequel ces femmes ont évolué. Donc une enquête systématique sur ces dossiers.
Le résultat de cette enquête est pour le moins édifiant. Sur les 2513 peintres documentés en France entre 1600 et 1700, il y en a probablement davantage, hein, mais là ce sont les peintres sur lesquels j'ai pu travailler sur les archives qui les mentionnaient explicitement. Sur 2513 peintres, 2478 sont des hommes et 35 sont des femmes. Sur la base de ce dossier, les femmes représentent moins de 1% des peintres actifs dans la France du XVIIe siècle. Alors avant d'en venir aux détails de ces chiffres, il convient de les nuancer. Toutes les archives consacrées aux artistes français du XVIIe siècle n'ont évidemment pas été dépouillées. Et je me suis contenté ici d'analyser les données que nous possédons déjà. Donc il y a sans doute un travail à faire, et probablement ce taux d'1% pourrait légèrement augmenter si nous pouvions dépouiller toutes les archives qui sont dans la salle des archives virtuelles des archives nationales françaises. Mais un petit sondage que j'ai pu faire sur 5 à 6 ans montre que le taux est quand même relativement proche d'1%. Jacques Tuillier a pu établir qu'environ 3000 peintres sont actifs à Paris durant le XVIIe siècle, et de 2000 à 3000 dans les provinces. Donc, finalement, le chiffre de 2500 que j'évoquais n'est pas si loin de la réalité totale de la démographie. Donc 2000 à 3000 peintres sont actifs à Paris au XVIIe siècle, à Paris en province, pardon. Et donc près de la moitié de ces peintres nous sont déjà connus, et bien davantage d'ailleurs pour les peintres parisiens qui ont fait l'objet de davantage d'études. Par ailleurs, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, alors que les femmes bénéficient d'une reconnaissance sociale et professionnelle supérieure à celle que l'on trouve au XVIIe siècle, la maîtrise de Paris, ce qu'on appelle la maîtrise, c'est la corporation des peintres à laquelle tout artiste doit en principe appartenir pour pouvoir exercer son métier. Cette maîtrise compte 97 femmes actives en ses rangs, ce qui représente 10% de son total, ce qui est encore très largement inférieur à la moyenne de la population, puisque à Paris, au milieu du XVIIIe siècle, il y a environ 51% de la population totale qui sont des femmes. Donc on est encore très très loin du compte, même si vous voyez qu'il y a un léger progrès de 1% à 10% en un siècle. J'écarterai ici d'emblée deux aspects particuliers du problème, parce qu'ils sont, je pense, relativement connus. Le premier point, je ne reviendrai pas sur les explications générales que l'on peut donner à cette minorisation des femmes. Grâce aux travaux d'histoire sociale, aux études féministes qui sont parues depuis les années 60 au moins, Women History, Gender History, Her Story, comme on dit aujourd'hui, nous savons que la société de l'Ancien Régime n'accorde qu'une place marginale aux femmes dans les structures sociales et politiques du pouvoir. Les seules exceptions notables sont la famille royale et la cour. Nous savons aussi que cette marginalisation se retrouve dans les stratifications socio-professionnelles. Pour l'essentiel, on peut dire que les femmes y sont cantonnées à l'espace familial. La loi civile renchérit sur la loi de l'Église. Elle fait des femmes des individus sous tutelle. Les filles vivent sous la tutelle parentale, qui ne prend fin que lorsque les parents décident soit d'un mariage, où ces filles sont soumises à l'autorité de leur époux, ou quand les femmes entrent au couvent, où elles deviennent les servantes, non pas de leur époux, mais de Dieu. C'est la raison pour laquelle, durant le XVIIe siècle, de nombreuses voix vont commencer à s'élever pour réclamer l'amélioration de l'éducation des jeunes filles. Il s'agit d'aider ces futures mères à éduquer leurs enfants, de leur apprendre à lire et à écrire, de former leur foi à travers la lecture de la Bible. Donc ce n'est pas évidemment une éducation qui vise à émanciper les femmes, c'est au contraire une éducation qui vise à les réancrer dans une forme de foyer. Donc il faut faire attention aux lectures anachroniques. Il s'agit aussi de les aider à participer à l'économie du ménage, en acquérant des rudiments d'arithmétique et de droit. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater qu'en français, c'est au XVIIe siècle qu'on voit apparaître les notions de maîtresse du logis ou de maîtresse de maison de la maison. Nous n'ignorons pas davantage que dans la France du XVIIe siècle, les choses changeront un peu un siècle plus tard, je l'ai dit, les ateliers d'artistes féminins n'existent pas. Il était donc fort difficile à des parents de mettre en pension une fille chez un peintre ou un graveur, et de l'obliger ainsi à côtoyer quotidiennement, et à un très jeune âge, de jeunes garçons. En droit en tout cas, les femmes sont autorisées à exercer la maîtrise dans un grand nombre de professions, y compris la direction des maisons de commerce et du négoce international. Dans les faits, de nombreuses corporations leur sont toutefois fermées, les brodeurs, les tailleurs, les pâtissiers notamment.
Et elles jouent le plus souvent le rôle de ce que Marie-Jo Bonnet et Christine Fauré ont appelé des auxiliaires impayés dans l'économie familiale de l'atelier. Sous l'impulsion de Colbert, toutefois, de nouveaux métiers sont ouverts aux femmes durant le XVIIe siècle, surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle, naturellement, notamment les coiffeuses, les plumassières, les bouquetières, les couturières professionnelles. Et nous verrons que cette discrimination ne signifie pas que les femmes n'aient pas participé à la vie culturelle de la France. Je ne reviendrai pas évidemment ici sur la place centrale des femmes dans le développement des grandes commandes artistiques, en pensant évidemment aux deux régentes, Marie de Médicis et Anne d'Autriche, mais aussi à la vie littéraire des salons en France, dès le XVIIe siècle. Mais mon objet est plutôt de questionner la place spécifique des femmes dans la vie artistique française du XVIIe siècle, ou plus précisément dans les milieux des peintres professionnels. Où sont donc les femmes peintres dans la France du XVIIe siècle? Alors, premier lieu où elles sont assez fréquemment présentes, les femmes peintres, les couvents. Sur notre échantillon de 35 femmes peintres, 8 sont devenues des nonnes, soit 23%. Madeleine Varin, fille du peintre Quentin Varin, est nonne à Amiens, sous le nom de sœur de Sainte-Madeleine. Pierina di San Giovanni est nonne à Dinan, jusqu'à sa mort en 1655. Françoise Becquerel, issue d'une famille de peintres, est nonne à Amiens, sous le nom de sœur de Sainte-Marie des Anges. Elle est mentionnée avec Marguerite Cantorène, sœur de Sainte Agathe, et Françoise du Croquet, sœur de Saint-Augustin, parmi les peintres qui décorent l'église des Ursulines d'Amiens vers 1628. En 1650, il est également fait mention de Louise Féron de la Ville-aux-Dos, nonne à l'abbaye bénédictine de Saint-Georges à Rennes, dont elle peint la première page d'un antiphonaire. On connaît également une présentation de la Vierge au Temple peinte par Marie-Madeleine Richer pour le Grand Séminaire d'Angers. Et enfin, Anne-Marie René Trésor, entrée à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 24 janvier 1676, quittera finalement l'institution pour entrer dans les ordres au couvent de la Visitation à Paris, où elle meurt en 1713. Nous pourrions ajouter à cette liste les 4 sœurs du peintre Laurent de la Hire. Il s'agit de Marguerite l'aînée, Marguerite la jeune, Jeanne et Marie, qui, après la mort de leur père, le 13 janvier 1643, vont entrer toutes les 4 en même temps dans les ordres, dans l'abbaye Sainte-Périne de Compiègne, et elles y pratiquent la peinture, sans doute après avoir été initiées par leur père ou par leur frère. Les activités de ces femmes, appartenant aux congrégations religieuses, mal connues en raison du nombre relativement limité des archives les documentant, ont toutefois, si vous êtes intéressé, fait l'objet de plusieurs études importantes, dont un long article de Philippe Bonnet, publié en 1989, sur la pratique des arts dans les couvents de femmes au XVIIe siècle. Mieux étudiées sont les veuves de peintres. Assez fréquent durant l'Ancien Régime, le veuvage constitue le seul réel moyen pour une femme de mettre fin à cette succession des tutelles que j'évoquais tout à l'heure. Tutelle parentale, tutelle matrimoniale. En effet, après la mort de leur mari, les veuves ont souvent la possibilité de continuer l'entreprise de leur défunt. Elles peuvent hériter du droit d'observer les us et coutumes, mais en respectant un certain nombre de mesures restrictives imposées par la corporation concernant l'engagement des apprentis, la nécessité de ne pas se remarier, sinon, si elles se remarient, elles repassent sous la tutelle de leur époux, évidemment, et l'embauche quasi indispensable d'un compagnon. Quand on entend compagnon, c'est un peintre qui va travailler avec vous. Ce n'est pas le compagnon au sens évidemment matrimonial, quoique ça pouvait exister, mais ça ne faisait pas l'objet d'un mariage en tout cas. Un compagnon qui va être chargé dans l'atelier de surveiller concrètement les activités. Donc une sorte d'assistant, si vous voulez. Et dans ce cas, les veuves louent le privilège de maître. Elles paient pour pouvoir être considérées comme un maître au sein de la corporation. Cela leur permet de tenir boutique, donc de vendre des œuvres, d'employer des artistes et de vendre ces œuvres dans leur atelier ou dans des boutiques spécifiques. Et c'est intéressant, c'est que les documents d'archives les mentionnent comme des peintres, même si elles ne peignent pas, en vertu de leur veuvage, et sans qu'elles aient nécessairement suivi un apprentissage au sein de l'atelier d'un maître. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ce modèle des veuves qui est intéressant. Donc des nonnes, des veuves, mais y a-t-il aussi des femmes peintres au sens strict du terme? Alors la majorité des femmes peintres qui font partie de notre échantillon n'appartiennent pas à ces deux premières catégories, nonnes ou veuves, mais à une troisième, constituée d'artistes pratiquant la peinture sans avoir besoin d'être inscrites dans la corporation, en étant généralement actives dans un atelier familial.
sur nos 35 femmes peintres, 26 font partie d'une famille d'artistes, soit près des 3/4. Et parmi ces 26 femmes, 10 sont des filles d'artistes, 4 sont des épouses d'artistes, 11 sont à la fois filles et épouses d'artistes, et 2 sont des nièces d'artistes. Plus d'un tiers de notre échantillon sont des filles d'artistes. Marguerite Bahuche est la fille du peintre Jacob Bunel. Esther Langlois, dite Inglis, est la fille d'un professeur de français, Nicolas Langlois, et de Marie Pressot, une calligraphe réputée, qui avait tous les deux fui la France pour l'Écosse comme réfugiés protestants. Louise Moyon, dont on reparlera tout à l'heure, est la fille du peintre Nicolas Moyon. On l'a dit tout à l'heure, Madeleine Varin est la fille du peintre Quentin Varin. Françoise Becquerel fait partie d'une famille, je l'ai dit aussi, de peintres amiénois. Charlotte Vignon est la fille du peintre Claude Vignon. Madeleine Boulogne est la fille du peintre Louis Boulogne. Élisabeth Sophie Chéron, dont je reparlerai aussi, est la fille du peintre Henri Chéron. Anne-Marie Strésor, dont j'ai parlé tout à l'heure, est la fille du peintre et graveur Henri Strésor. Esther Forest est respectivement la fille et la sœur des peintres Pierre et Jean Forest. Enfin, Marie Hélard est la fille du peintre Jean Hélard. 15% de ces femmes peintres sont en outre des épouses d'artistes, avec lesquelles elles travaillent souvent. Anne-Marie Olivier a successivement épousé 2 peintres d'armoirie, Étienne Dinaud d'abord, puis Jean-Simon Dutour. Marie Courtois est l'épouse du peintre Marc Natier. Et Lucrèce Liquenet est l'épouse du peintre Jean Delaroux. Et enfin, et donc c'est la majeure partie de ce groupe de femmes appartenant à des familles d'artistes, 41% de nos femmes peintres sont à la fois filles et épouses d'artistes. Françoise de Houille est la fille du peintre Jarl von Houille et l'épouse du peintre Ambroise Dubois. Catherine Duchemin est la fille du sculpteur Jacques Duchemin et la femme du sculpteur François Girardon. Madeleine Hérault est la fille du peintre marchand Antoine Hérault et la femme du peintre Noël Coipel. Sa sœur Antoinette épouse le graveur Guillaume Château. Ses cousines, Marie-Catherine et Anne-Auguste, sont les filles du peintre Charles-Antoine Hérault et les épouses respectives du peintre Louis II de Sylvestre et François Hutin. Catherine Jouvenet est la fille du peintre Jean II Jouvenet et l'épouse du peintre Guillaume Levieille. Sa cousine Marie-Madeleine est la fille de Laurent Jouvenet, la sœur de Jean Ier Jouvenet et l'épouse de Jean Ier Restou. Je ne sais pas si vous connaissez la peinture française, mais là, je vous ai cité énormément de noms d'artistes très importants pour le XVIIe siècle. Vous voyez bien les alliances familiales très très fortes entre les Jouvenet, les Boulogne, les Clérion, les Sylvestre, etc. Donc on est vraiment face à des alliances familiales extrêmement fortes. Je disais que donc, Geneviève Boulogne est la fille du peintre Louis Boulogne et l'épouse du sculpteur Jean-Jacques Lérion. Anne Chéron est la fille du peintre Henri de Chéron et l'épouse du portraitiste Alexis Simon Bell. Marianne Clermont est la fille du peintre Jean Clermont et l'épouse de Claude-Pierre Poussin. Bref, vous le voyez, on est face au modèle principal de carrière artistique féminin au XVIIe siècle. Il faudrait ajouter dans notre échantillon Claudine Claudine Bouzonnet-Stella, même si je ne l'ai pas vraiment intégrée parce que ce n'est pas une peintre professionnelle, et qui a été avec Françoise, sa sœur, les élèves de leur oncle, le peintre Jacques Stella. J'en reparlerai parce qu'elles ont été de grandes graveuses au XVIIe siècle. On voit donc qu'en la matière, ce que l'on pourrait appeler dans le sillage de Pierre Bourdieu les logiques d'héritage de capitaux culturels fonctionnent à plein dans les carrières artistiques féminines. Dans leur très grande majorité, ces dernières, ces femmes, exercent un art parce qu'elles y ont été initiées par un membre de la famille. Mais elles n'apparaissent qu'épisodiquement dans les documents d'archives, puisqu'elles travaillent dans l'ombre de leur père, de leur époux ou de leur oncle. Ce constat peut donc nous permettre d'aboutir à un premier enseignement. L'histoire de l'art n'a pas véritablement invisibilisé les femmes dans la France du XVIIe siècle, dans la mesure où ce n'est pas la visibilité de ces femmes qui est en question, mais leur existence même. Une trentaine de femmes sur près de 2500 peintres. Il faut attendre, si l'on se fie aux archives dépouillées, le début du XVIIIe siècle pour trouver les premières traces de femmes peintres totalement indépendantes. J'ai retrouvé le nom d'une certaine Éléonie Parent, reçue à la maîtrise en 1699, une Marie Tache, présentée en 1706, mais qui ne semble pas avoir présenté de chef-d'œuvre en 1709 à l'Académie, et Marie de la Cour, une maîtresse peinte, dit-on, en 1711, qui est donc mentionnée sans lien apparemment familiaux spécifique.
En revanche, la grande majorité de ces femmes exercent le métier de peintre dans des ateliers familiaux, dans le double espace privé et intime de la famille, professionnel et public de l'atelier. Elles n'ont donc pas besoin de s'inscrire à la maîtrise, ce qui explique qu'elles n'apparaissent pas de façon systématique dans les documents d'archives. Nous pourrions ainsi parler de ce point de vue d'une relative invisibilisation archivistique des femmes peintres dans la France du XVIIe siècle, même si, comme je le rappelais tout à l'heure, elles ne sont pas réellement absentes de ces documents. Faut-il tirer de cette première conclusion un premier enseignement qui serait que les femmes peintres n'ont pas joui, dans la France du XVIIe siècle, de leur vivant, d'une reconnaissance semblable à celle de leurs collègues masculins? C'est possible si l'on s'en tient aux femmes peintres auxquelles, à ma connaissance, aucune grande commande n'a été confiée dans la France du XVIIe siècle. Donc si vous regardez du côté des grandes commandes artistiques, les grands décors religieux, les grands décors palatiaux, les grandes commandes royales, vous ne trouverez aucune femme peintre, absolument aucune. Il y a toutefois deux exceptions. La première, c'est les femmes peintres dans les congrégations religieuses. On l'a dit, il y a des femmes peintres qui, dans ces congrégations, en tant que nonnes, peignent des décors religieux. Donc là, on a un cas particulier. Ce ne sont pas des très grandes commandes, mais ce sont quand même des décors des grands décors d'église. La seconde exception, c'est l'importance des femmes dans les ateliers de graveurs. Cette question a fait l'objet de plusieurs enquêtes réalisées par Véronique Meyer durant ces dernières années, qui a recensé, vous voyez, les statistiques ne sont pas non plus gigantesques, 16 graveuses françaises entre 1600 et 1700. Sur plusieurs centaines, je le précise. Ce n'est donc pas beaucoup, mais c'est suffisant pour identifier des artistes qui ont pu accéder à une autre reconnaissance publique à travers, c'est très intéressant de notre point de vue, la mise en valeur de leur nom et l'association de ce nom aux grands peintres avec lesquels elles travaillent ou dont elles gravent les compositions. C'est le cas des trois sœurs Bouzonnet-Stella. Il faut en effet ajouter à Claudine et Françoise, dont j'ai parlé tout à l'heure, le nom d'Antoinette, dont les activités paraissent être cantonnées véritablement à la gravure. Je donne un exemple très intéressant de cette visibilisation finalement du nom d'une femme peintre, avec cette estampe gravée en 1668 par Claudine Bouzonnet-Stella, d'après la Vierge à l'escalier de Nicolas Poussin. C'est une estampe intéressante parce qu'on voit comment Claudine semble vouloir entrer en émulation avec l'art de l'illustre peintre romain. La signature du maître, N. Poussin Pinxit, Nicolas Poussin l'a peint, est placée dans le coin inférieur gauche, mais dans l'ombre ménagée par le dense réseau de hachures entrecroisées. Tandis que la signature de la graveuse, elle, apparaît en pleine lumière sur le rebord éclairé du premier plan. Claudia Stella sculpt et excodit, Claudine Stella l'a gravé et publié. Donc là, ce que l'on voit, c'est que Claudine Stella invisibilise le nom de Poussin en le plaçant dans l'ombre. C'est intéressant de voir comment ici elle joue de cette double signature pour valoriser son nom et de le rendre public. Et en associant surtout son prénom féminin, évidemment. Cette mise en scène onomastique qui traduit l'ambition artistique et professionnelle de la graveuse, qui métaphoriquement arrache son nom à la pénombre, se retrouve dans le frontispice de sa série des Jeux et plaisirs de l'enfance, publiée en 1657. Elle y donne une importance presque aussi grande à son nom qu'à celui de son oncle, avec les Jeux et plaisirs de l'enfance, inventés par Jacques Stella et gravés par Claudine Bouzonnet-Stella. Sans surprise, des trois sœurs Bouzonnet-Stella, Claudine est celle qui sans doute a fait l'objet de la reconnaissance la plus affirmée. En témoigne ce portrait, aujourd'hui conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford, dont le catalogue du musée nous informe aujourd'hui qu'il s'agirait d'une copie du XVIIIe siècle, probablement d'après un portrait perdu de l'artiste, mais il n'est pas exclu, me semble-t-il, qu'il puisse s'agir aussi, en tout cas d'un point de vue technique, rien ne s'y oppose, qu'il pourrait s'agir d'un autoportrait de Claudine Stella elle-même, ou en tout cas quelque chose qui se rapporterait à un autoportrait, ce qui permettrait d'expliquer d'ailleurs les hésitations dans le traitement de la main gauche et de la partie droite de la composition. Je ne sais pas si vous le voyez très clairement, mais il y a comme des hésitations dans cette partie qui pourraient les faire penser qu'il s'agit véritablement d'un autoportrait réalisé au miroir. Le cas des graveuses est toutefois quantitativement négligeable, une quinzaine de graveuses au XVIIe siècle. Ce qui ne signifie pas que d'autres formes de reconnaissance ne se sont pas manifestées dans la France du XVIIe siècle envers les femmes peintres. Cette reconnaissance a surtout été institutionnelle. La maîtrise de Paris, je l'ai dit, a compté 97 demoiselles actives en ses rangs au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 10% de son total.
Alors c'est bien inférieur à la part des femmes dans la population, 51%, je l'ai dit, mais c'est, il faut le dire, exceptionnel pour une corporation, car la maîtrise des peintres est à l'époque la seule corporation masculine de Paris à admettre des femmes, en dehors des filles de maître que j'évoquais tout à l'heure. Une autre institution plus prestigieuse a accepté des femmes en son sein, que j'ai évoqué au début de cette conférence. Il s'agit de l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648. Des 6 académies fondées en France au XVIIe siècle, elle est la seule à avoir admis des femmes. 6 femmes peintres y entrent entre 1663 et 1682. Catherine Duchemin, le 14 avril 1663, les sœurs Geneviève et Madeleine Boulogne, le 7 décembre 1669, Élisabeth Sophie Chéron, le 11 juin 1672, Anne-Marie Renée Trésor, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui finira finalement dans un couvent, le 24 juillet 1676, et enfin Catherine Perrault, le 30 janvier 1682. Ce nombre est proportionnellement faible, puisque ça représente que, entre 1648 et 1682, donc la période période jusqu'à donc la nomination de Catherine Perrault, c'est 3% des membres de l'institution. Et l'on constate que, dans le même temps, ces nominations, ici je vous montre, en bleu clair, ce sont les nominations des hommes, et en bleu foncé, c'est les nominations des femmes. Vous remarquerez qu'en fait, dans la plupart des cas, évidemment, il faut tenir compte, 63, c'est un moment spécifique, c'est un moment de réorganisation de l'Académie, donc il y a une sorte d'explosion des inscriptions ou des intégrations, mais sinon, il faut prendre plutôt la ligne moyenne autour de 10 admissions par an. Vous constaterez que souvent, les femmes sont admises à des moments de pic, c'est à des moments où il y a plus d'admissions. Donc, on a un peu le sentiment que ces femmes sont admises parce qu'on admet beaucoup de personnes et on se décide d'admettre 1 ou 2 femmes dans l'Académie pendant les années fastes. Le 23 septembre 1706, l'Académie, d'ailleurs, décide de ne plus admettre de femmes, prétextant que le nombre des académiciennes est devenu trop important, avant qu'en 1770, on finisse par limiter ce chiffre à 4. Les documents d'archives conservés ne mentionnent que rarement les activités de ces femmes peintres qui semblent n'avoir jamais été autorisées, en plus, à participer concrètement aux assemblées de l'Académie royale. Elles n'étaient jamais présentes lors des assemblées. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau de Jean-Baptiste Martin. On voyait tous ces hommes perruqués, mais aucune femme n'était présente. On pense qu'elles ne communiquaient avec leurs collègues masculins que par lettres. Et ici, je vous montre une représentation de la Royal Academy en Angleterre, où on a le même système. On montre une grande partie des membres de la Royal Academy. Il n'y a que des hommes dans la salle. Il y a pourtant des femmes peintres dans l'Académie à l'époque, mais elles ne sont représentées que par leurs portraits placés au mur. Angelica Kaufman et Mary Mother. Donc très probablement, n'étaient-elles pas autorisées à être présentes dans les locaux de l'Académie. Donc là, ce n'est pas une question d'invisibilisation, c'est une question de marginalisation, au sens strict du terme. Plus généralement, la question se pose des critères de choix de ces peintres femmes. Si l'on en croit les procès-verbaux de l'Académie, l'admission des femmes peintres ne semble pas avoir été acceptée sur la seule base de leur talent, c'est le moins qu'on puisse dire. La première à être admise, donc là je vous montre simplement les portraits des 2 femmes présentes absentes, si j'ose dire. C'est intéressant de voir que Angelica Kaufman nous regarde directement, comme si elle était présente, même s'il s'agit d'un portrait. Donc la première femme à être admise à l'Académie royale, c'est Catherine Duchemin, épouse du sculpteur François Girardon, le 14 avril 1663. Voici le procès-verbal lié à son entrée. Ce jour-là, l'Académie étant assemblée extraordinairement sur ce qui a été représenté qu'il est du devoir et de l'honneur de l'Académie, en suivant l'intention du roi qui est d'épandre sa grâce sur tous ceux qui excellent dans les arts de peinture et sculpture, d'en faire part à ceux qui seront jugés dignes, sans avoir égard à la différence de sexe. Monsieur Lebrun, ayant présenté un tableau de fleurs fait par mademoiselle Girardon, remarquerez qu'elle s'appelle Girardon et plus Duchemin, évidemment, même si elle se fait prénommer mademoiselle, toute la compagnie, touchée de l'estime du dit ouvrage et connaissant le mérite de cette damoiselle, a résolu de lui donner la qualité d'académicienne, dont lui sera expédiée la lettre au premier jour. La qualité du tableau de Catherine Duchemin est ici reconnue, et sans réserve, et il le sera aussi jusqu'à sa mort, qui sera annoncée officiellement à l'Académie le 27 septembre 1698. Mais force, si on lit vraiment dans le détail ce texte, force est de constater que les 2 autres instances de pouvoir semblent également être intervenues pour peser sur cette décision. En fait, comment ce choix est-il justifié?
pas fondamentalement, ou en tout cas uniquement, sur les qualités de cette jeune femme. La première instance, c'est le roi lui-même, qui a exprimé le souhait, je traduis ici la phrase, il a exprimé le souhait que le nombre des membres de l'Académie soit augmenté, et que l'institution compte également des femmes. Pour une raison relativement simple, c'est que la plupart des académies européennes, notamment en Italie, comptent des femmes. Et comme il veut que l'Académie royale entre en émulation avec les grandes académies européennes, il se dit il nous faut des femmes. Et l'autre instance, c'est Charles le Brun, qui est l'un des plus éminents membres de l'Académie royale, premier peintre du roi, et qui présente l'œuvre de l'épouse d'un de ses collaborateurs, Girardon. Donc on est dans la famille. Il pousse l'épouse d'un de ses amis, un de ceux avec lesquels il travaille à Versailles, et qui avait été reçu académicien 6 années plus tôt, avant d'être impliqué dans de nombreux chantiers royaux. On peut imaginer qu'il aurait été très très difficile aux académiciens donc de refuser la démission de Catherine Girardon, même s'ils en avaient eu le désir. Les deux femmes peintres à être admises par la suite dans l'institution sont Geneviève et Madeleine Boulogne. Leurs œuvres sont présentées cette fois-ci par leur propre père, Louis Ier de Boulogne, qui fait partie des membres fondateurs de l'Académie. Elles le sont toutefois avec davantage de condescendance que Catherine Girardon. Ce jour-là, on est le 7 décembre 1669, l'Académie étant assemblée, M. Boulogne, l'un des anciens professeurs d'Issel, a présenté 2 tableaux. En l'un étant peint un grand vase rempli de diverses fleurs et un tapis de Damas fait par Damoiselle Geneviève de Boulogne, sa fille aînée, et en l'autre tableau est représentée une tige de pavot accompagnée de quelques feuillages de chardon faits par Damoiselle Madeleine de Boulogne, aussi sa fille puînée, demandant qu'il plût à la compagnie les honorer du titre d'académicienne, pour autant plus les encourager à poursuivre leurs études et à se fortifier en l'exercice de la peinture. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas encore excellentes, mais que les faire entrer dans l'Académie, ça leur permettra de s'améliorer. L'Académie, estimant la vertu et les mérites desdites damoiselles, et considérant la grande application qu'elles ont à leur travail, et pour encore donner de l'émulation à toutes celles qui s'adonnent à cet art, a bien voulu communiquer aux dites damoiselles Geneviève et Madeleine de Boulogne le titre et qualité d'académicienne. Et dans le mémoire historique des principaux ouvrages de Louis Boulogne le Père, qu'il consacre à l'Académie royale, qu'il lit à l'Académie royale le 7 février 1693, Georges Guillet de Saint-Georges semble créditer uniquement le père du talent et du succès rencontrés par ses filles. Il s'était marié avec toute la satisfaction qu'il pouvait désirer, et d'une épouse très digne d'estime, et qui vit encore. Il a eu 2 fils et 4 filles. Il se fit un plaisir de leur apprendre à peindre, et les suites en ont été heureuses. De messieurs de ses 2 fils, Bon, qui est l'aîné, a été élu professeur de l'Académie dans l'Assemblée du 6 décembre 1692, et Louis, qui est le plus jeune, y est adjoint à professeur. Les 2 plus âgées des filles de M. de Boulogne, mesdemoiselles Geneviève et Madeleine, ont eu l'avantage d'être reçues dans l'Académie avec un applaudissement universel, et les 2 autres sœurs peignent très agréablement. Ces quelques éléments d'information confirment partiellement la conclusion à laquelle nous avons abouti lors de la première partie de cet exposé. Les femmes peintres sont loin d'être invisibles dans la France du XVIIe siècle. Elles sont même proportionnellement plus représentées parmi les peintres que dans les autres milieux professionnels mixtes. Mais leur reconnaissance institutionnelle est faible et le plus souvent liée à des mécanismes de solidarité sociale et familiale, liés à cet idéal monarchique de faire place à des femmes d'exception dans la société française. Elle a nécessité pour l'Académie de s'affirmer à côté de la puissante corporation des peintres, ou à la volonté de contrôler le profil des membres de l'Académie et de créer une sorte de société idéale d'artistes. Le 25 est intéressant, là je fais une petite incise, qui est intéressante, qu'il ne faut jamais oublier la dimension sociale de ces questions. Le 25 septembre 1706, je l'ai dit, l'Académie justifie sa décision de ne plus admettre de femmes, en expliquant que le nombre des académiciennes était jugé trop important. C'est quand même bon. Et Élude ne dit pas pourquoi il considère que ce chiffre est important. Je veux dire, en étant parfaitement objectif, on ne peut pas dire que l'Académie croulait sur le nombre de femmes peintres. Donc derrière cela, il y avait autre chose. Et à mon avis, c'est intéressant, la question à mon avis est d'ordre religieux. En effet, près de 15% des femmes peintres de notre échantillon appartiennent à des familles protestantes. 15%, ce qui est beaucoup dans la France de cette époque. C'est le double de la proportion de protestants dans l'ensemble de la population française. Avant même que l'édit de Nantes ne soit révoqué en 1685, 4 membres de l'Académie en sont exclus en raison de leur foi protestante. Mathieu l'Espagnandel et Jean Michelin, le 10 octobre 1681,
Jacques Dagard et Nicolas Eudes le 31 janvier 1682. L'Espagnol ne sera réintégré qu'en 1685, après avoir abjuré sa foi. Et l'on sait le nombre important des femmes peintres issues de familles protestantes. C'est le cas d'Élisabeth Sophie Chéron, dont l'abjuration ne date que de 1668. Elle avait 20 ans. 4 petites années avant son admission au sein de l'Académie. Elle a d'ailleurs appartenu, d'autres de ces femmes ont appartenu au milieu de Port-Royal, des jansénistes ou proches des idées mystiques de Madame Guyon. Et à la mort de Chéron, Jean-Baptiste Vermelhuys, conseiller amateur au sein de l'Académie royale, avait envisagé de lui rendre hommage en prononçant un éloge funèbre devant les membres de l'institution. Et comme il l'explique dans l'avertissement de cet éloge, qui sera finalement publié en 1712, cette initiative est refusée au nom du caractère inhabituel de cette pratique à l'Académie, mais aussi implicitement du sexe et des talents de la peintre. On n'a pas jugé qu'il fût de la dignité d'une société composée de tant de grands hommes de commencer les éloges qui leur sont dus par celui d'une femme qui pouvait être louée ailleurs sur tant d'autres qualités qu'elle possédait, outre celle de la peinture. Au-delà de la minorisation dont elles ont souffert, ces femmes peintres ont ainsi fait l'objet d'une véritable instrumentalisation, pourrait-on dire. Leur reconnaissance professionnelle ou académique répondait, on le voit, prioritairement à d'autres enjeux que le constat de leur talent ou l'importance de la place accordée aux femmes dans la vie artistique de la France du XVIIe siècle. Instrumentation familiale, sociale, politique, religieuse, on le voit, elles servaient à des discours qui, d'une certaine manière, ne tenaient pas compte de leur genre en tant que tel. Au demeurant, cette reconnaissance institutionnelle était-elle nécessaire aux femmes peintres pour exercer leur métier ou acquérir une belle réputation? En fait, on peut en douter. Des femmes comme Louise Moyon ou Charlotte Vignon ont pu mener une très belle carrière sans faire partie de l'Académie royale de peinture et de sculpture, même si elles ont été, elles aussi, aidées par leur famille. La première était la fille du peintre Claude Vignon, nommé juré de l'Académie en 1651. La seconde était la sœur du peintre Isaac Moyon, devenu académicien en 1663. A contrario, on l'a dit, l'Académie royale de peinture et de sculpture a accepté dans ses rangs des femmes peintres dont la qualité des œuvres a souvent été considérée comme naturellement et substantiellement inférieure à celle des œuvres de leurs collègues masculins. Je vous renvoie à ce qui était dit des sœurs Boulogne. Une exception, tout de même, mérite d'être mentionnée. Exception tout à fait significative. Il s'agit d'Élisabeth Sophie Chéron. Les talents de cette peintre sont salués de manière inhabituelle lors de son admission au sein de l'Académie le 11 juin 1672. Ce même jour, M. Lebrun a présenté 2 portraits faits par la demoiselle Élisabeth Chéron, lesquels ont tellement satisfait la compagnie, estimant cet ouvrage fort rare, excédant la force ordinaire du sexe, c'est-à-dire c'est tellement meilleur que ce que l'on voit habituellement d'une femme, qu'elle a résolu de lui donner la qualité d'académicienne. Donc là, vous voyez que l'argument, ce n'est pas qu'elle soit une femme, ce n'est pas qu'elle soit la femme d'eux ou la protégée d'eux, c'est qu'elle est une femme peintre particulièrement excellente et meilleure que la plupart de ses congénères. Peintre, mais aussi miniaturiste, graveuse, poétesse, traductrice, Chéron n'est pas seulement la femme peintre la plus polyvalente et la plus célèbre de la France de Louis XIV. Elle est aussi probablement l'un des peintres français les plus savants de son temps. Elle possédait une bibliothèque d'artistes qui est la plus riche que l'on connaisse de toutes les bibliothèques d'artistes du XVIIe siècle. À peu près 1 millier d'ouvrages, dont une bonne partie concerne l'histoire et l'histoire sainte. On voit aussi une famille d'origine protestante. Elle a d'ailleurs su faire connaître sa grande culture savante et artistique dans plusieurs publications. En 1700 est publié anonymement La Coupe du Val-de-Grâce, un poème qu'elle a probablement composé en 1669 afin de répondre à la célébration par Molière de la coupole du Val-de-Grâce, peinte par Mignard et jugée par certains excessive. 6 ans plus tard, Chéron fait sortir un livre à dessiner composé de têtes tirées des plus beaux ouvrages de Raphaël, qui lui permet de se placer dans la position d'un maître offrant des modèles à ses élèves. En 1710, elle publie des remarques sur la manière de graver et d'expliquer les pierres antiques sous le nom de son époux, Jacques Le Hay. Ce dernier n'était nullement spécialiste de la question, et donc chacun pouvait évidemment deviner qu'Élisabeth Sophie Chéron était bien l'autrice de cet opuscule. Et d'ailleurs, les premières lignes rappellent qu'il s'agit d'une réponse publique à une critique qui lui avait été adressée. Je cite : «
le 29e mars dernier, il parut une estampe contrefaite d'après celle que mademoiselle Lehay, c'est-à-dire Élisabeth Sophie Chéron, a mis au jour sur le dessin qu'elle a tiré en grand de la cornaline du cabinet du roi. Et en fait, tout le livre est une réponse par Élisabeth Sophie Chéron aux critiques qui lui avaient été adressées à cette époque. Chéron, on le voit, savait se défendre, mais elle savait aussi mettre en scène sa propre image, ou pour parler une nouvelle fois comme Bourdieu, son propre ethos. En 1694, elle publie un recueil de traductions de psaumes et de cantiques, orné d'estampes gravées par son père, qui est aussi l'auteur du portrait qui fait face au frontispice. Et on y voit l'autrice, vue à mi-corps et de 3/4, assise. Elle tient une plume. Cette plume fonctionne comme le double symbole de ses activités d'écrivain et de peintre, mais aussi, si l'on en croit le quatrain latin attribué à Jean de Santeuil, la dimension constamment réflexive de son art. Je le cite, j'en cite la traduction. « Voici celle par qui les divins prophètes parlent dans une bouche française, et les oracles anciens se dévoilent. Comme si elle s'était dérobée elle-même dans un miroir, elle s'est peinte, mettant son esprit dans ses vers, gravant aussi son image dans le bronze. » Pour mesurer la manière dont Chéron a pu mettre en scène sa propre image et de ce fait son corps de femme, son identité sociale, professionnelle et sexuelle, il est intéressant d'examiner les sujets des tableaux qu'elle a exposés lors des 3 salons organisés par l'Académie royale de peinture et de sculpture, auxquels elle a participé à la fin de sa vie. Sur ces 17 tableaux, on compte 13 tableaux, soit près de 75%, qui représentent des femmes. 2 autoportraits, un portrait de sa sœur, également peintre, Anne Chéron, 7 autres portraits et 3 peintures d'histoire, 2 jeunes filles qui accordent un clavecin, une fille qui dessine et une grecque. 4 de ces œuvres font référence d'ailleurs aux activités de peintre de Chéron, 2 autoportraits, un portrait de sa sœur et une fille qui dessine. Nous pourrions ainsi défendre l'idée que dans ces tableaux, Chéron met non seulement en scène de façon réflexive son métier de peintre, mais aussi son identité de genre, comme elle le fait également dans cet autoportrait de 1672, soumis l'année précédente à l'Académie royale afin d'y être reçue. Vêtue d'une belle robe à la mode, elle tient entre ses mains une feuille de papier sur laquelle nous reconnaissons au charbon l'esquisse d'un portrait féminin. Chéron affirme ainsi, non sans malice, ce qui fait la double spécificité de ses talents. Elle est femme et elle est peintre. Cette double identité lui permet de jouir d'une plus grande légitimité dans le portrait des femmes, comme c'est le cas, par exemple, on l'a vu dans les salons, mais aussi dans le portrait historié d'Antoinette de Lafont de Boisguérin des Oulières, en bergère, ou de ce portrait de Madeleine de Scudéry, gravé par Jean-Georges Ville, d'après un modèle donc, de Chéron. La même sexuation des talents de Chéron se retrouve à l'occasion de son admission en 1699 dans les rangs de l'Accademia dei Ricovrati à Padoue, où elle est surnommée Erato. Erato, c'est la muse de la poésie lyrique et érotique. Élisabeth Sophie Chéron n'est pas la seule dans la France du XVIIe siècle à jouer des stéréotypes auxquels les femmes peintres sont attachées en les reversant à son avantage. Il a été souvent affirmé que les femmes peintres du XVIIe siècle, comme Louise Moyon, Charlotte Vignon, Catherine Duchemin, s'étaient généralement spécialisées dans leur représentation de fruits et de fleurs parce qu'elles étaient privées de la possibilité de participer à des séances d'études d'après le nu et de ce fait de pouvoir devenir des peintres d'histoire. Cette explication, toutefois, peut être nuancée. D'une part, ces femmes, quand elles faisaient partie d'une famille d'artistes, je l'ai dit, une large majorité, pouvaient certainement avoir accès à des séances d'après le nu, ne serait-ce que parce que dans les familles, très souvent, on faisait poser les garçons pour qu'ils puissent poser devant leurs frères et que donc il y ait des séances improvisées privées. Donc on a du mal à imaginer que les femmes ne puissent pas le faire avec leurs frères, par exemple. Et comme ces femmes sont très souvent dans les familles d'artistes, on peut tout à fait imaginer qu'elles aient pu étudier le nu dans ces conditions. D'autre part, il n'est pas inutile de souligner le lien étroit que l'on peut établir entre ces sujets supposément mineurs, fleurs, fruits, légumes, etc., et le monde de la maison, auquel, on l'a dit, les femmes sont traditionnellement associées. Louise Moyon le rappelle d'ailleurs dans plusieurs de ses tableaux en représentant des femmes faisant le marché, parmi lesquelles on serait d'ailleurs tenté de reconnaître des autoportraits de la peintre, ou tout du moins le portrait d'une identité sexuelle qu'elle affirme et qu'elle affiche en corrélation avec le sujet même de ses œuvres, à savoir des représentations de fruits, de fleurs, de légumes, etc. De la même manière qu'une bonne maîtresse de maison sait acheter les bons fruits, je répète volontairement les stéréotypes de l'époque, en distinguant les frais et les mûrs des gâtés, une bonne peintre sait les peindre en les montrant sous leur meilleur jour,
afin de plaire aux yeux et de satisfaire imaginairement le palais. Donc là, on peut tout à fait imaginer, d'ailleurs c'est un visage qu'on retrouve dans différents tableaux de Loyon, que en fait c'est un autoportrait de l'artiste qui se représente en vendeuse de légumes. Et donc on voit ici une mise en abîme du travail de la peintre qui non seulement, de la même manière qu'elle vend ses légumes dans l'image, vend sa représentation de légumes à ses futurs clients. Les fleurs sont elles aussi associées au monde féminin, celui des fleuristes, mais aussi des peintres de fleurs. Dans son histoire naturelle, Pline l'Ancien nous explique que le célèbre peintre grec Posias avait appris l'art du coloris d'une bouquetière, Glycère, qu'il aimait passionnément. Et le récit en est repris par saint François de Sales dans son introduction de la vie dévote en 1609. Je cite, « La bouquetière Glycère savait si proprement diversifier la disposition et le mélange des fleurs qu'avec les mêmes fleurs elle faisait une grande variété de bouquets, de sorte que le peintre Posias demeura court, voulant contrefaire à l'envie cette diversité d'ouvrages, car il ne sut changer sa peinture en tant de façon, car comme Glycère faisait ses bouquets. » Cette anecdote, fort connue au XVIIe siècle, comme le montre ce tableau peint par Jan Bruegel le Jeune, rapporte ainsi l'art des compositions florales, mais aussi plus largement de l'alliance charmante des couleurs au sexe féminin. Ici, on constatera d'ailleurs que c'est bien une femme qui est représentée comme le maître de cet atelier, tandis qu'à l'arrière-plan, les apprentis sont des hommes. Donc, peindre des fleurs, au XVIIe siècle, c'est un art qui est défini comme féminin. Et donc, on comprend, et je conclurai là-dessus, qu'il y ait ici une utilisation par ces femmes peintres des stéréotypes qui leur sont attachés. À la mort d'Élisabeth Sophie Chéron, Jean-Baptiste Fermelhuys écrira, partie presque prophétique, « Si l'on fait jamais l'histoire de cette célèbre académie, on y trouvera des noms d'autres femmes excellentes en certains genres de peinture. Mesdemoiselles Boulogne, Madame Girardon y tiendront un rang considérable, et on ne distinguera point à l'avenir le sexe de leurs tableaux, quand ils se rencontreront auprès de ceux des plus habiles maîtres qui ont exercé les mêmes talents. » Intéressant cette expression, le sexe d'un tableau. Métaphore très intéressante. Sans doute cette reconnaissance a-t-elle été recherchée par de nombreuses femmes peintres actives dans la France du XVIIe siècle. Mais cette reconnaissance, transcendant la frontière sexuelle, était de façon générale vouée à l'échec, en raison d'abord de la minorisation dont les femmes ont souffert dans le monde des peintres, mais aussi ensuite des instrumentalisations dont elles ont été victimes en étant précisément réduites à leur sexe. Alors vous avez bien vu que dans les arguments des procès-verbaux, on considère un tableau comme un bon tableau de femme, mais pas comme un beau tableau en général. Parler d'invisibilisation des femmes peintres par l'histoire de l'art n'a donc guère de sens de façon générale, et cela pour trois raisons. Pour ce qui nous concerne, en tout cas pour le XVIIe siècle français. D'abord, ces femmes sont fort connues. Leurs noms, leurs familles, leurs réseaux sociaux et professionnels, leurs œuvres ont fait l'objet de nombreuses études, et cela dès la fin du XVIIe siècle. Je vous ai cité donc des textes de la fin du XVIIe siècle. Si ces femmes sont peu présentes dans l'histoire de l'art français du XVIIe siècle, c'est simplement ensuite parce qu'elles sont fort rares. Je ne vous renverrai pas aux chiffres que j'évoquais. Elles ne sont pas nombreuses à avoir été invisibles, elles ont simplement été très peu nombreuses. Enfin, et donc, s'il existe bien une invisibilisation, ce n'est pas, alors c'est un paradoxe, mais ce n'est pas celle des femmes peintres, mais selon les mots de Pierre Bourdieu, de la domination masculine. C'est la domination masculine qui est ici invisibilisée. Je pense que la domination masculine est une forme très particulière de la domination qui doit sa force au fait qu'elle est invisible et qu'elle passe inaperçue. Et même, et peut-être surtout, à ceux qui la subissent. Ce qui est invisible dans ces structures sociales, c'est le fait que précisément il y ait des systèmes de domination. Dans les textes des procès-verbaux, vous n'aurez absolument pas l'impression, a priori, qu'il y a un système de domination. Les gens qui parlent ont vraiment l'impression de croire que ces femmes sont de bons peintres pour des femmes. Donc le système d'invisibilisation, il est là. Paradoxalement, l'étude des femmes peintres dans la France du XVIIe siècle nous permet de visibiliser les mécanismes par lesquels une société donnée, dans l'histoire, met en place des structures et des processus sociaux par lesquels les femmes sont placées dans des situations d'assujettissement, de soumission ou d'infériorité. Ces observations nous ont toutefois permis de souligner un autre aspect plus étonnant de la place des femmes dans la peinture française du XVIIe siècle. Position dont je précise qu'elle va s'amplifier au XVIIIe et au XIXe siècle. Une partie d'entre elles, en effet, semble avoir fait le choix d'assumer cette situation d'assujettissement et les stéréotypes qui lui sont attachés. Non point pour accepter docilement une minorisation, mais, comme Louise Moyon, comme Charles Vignon, comme Catherine Luchemin, comme Élisabeth Sophie Chéron, pour retourner le stigmate, selon l'expression heureuse
de la sociologie contemporaine. Il s'agit ici, et je citerai une dernière fois Pierre Bourdieu, non d'effacer les traits stigmatisés, mais à renverser la table des valeurs qui les constituent comme stigmates, à imposer, sinon de nouveaux principes de division, du moins une inversion des signes attribués aux classes produites selon les principes anciens. Le stigmate produit la révolte contre le stigmate, qui commence par la revendication publique du stigmate, ainsi constitué en emblème, selon le paradigme « Black is beautiful », et qui s'achève dans l'institutionnalisation du groupe produit par les effets économiques et sociaux de la stigmatisation. C'est sur ce paradoxe qui nous autorise aujourd'hui à parler, et non sans quelque admiration, des femmes peintres françaises du XVIIe siècle, que je terminerai cette présentation en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Cette conférence est fort passionnante. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, moi, peut-être je commence. J'ai plusieurs questions, mais évidemment que cette partie sur l'Académie royale et les académiciens, je trouve, était très, très intéressante. Et surtout, vraiment aller vers les sources, vers les procès-verbaux, vers ce moment, comment elle était admise, c'était vraiment extraordinaire. Mais justement, je me pose la question, comme vous avez dit qu'il y avait finalement les femmes qui ne pouvaient pas venir à l'Assemblée, visiblement, participer vraiment pleinement aux activités de l'Académie, il fallait quand même communiquer avec elles. Et visiblement, c'était par correspondance avec des lettres. Ça veut dire que peut-être ça nous donne une source presque plus riche que par rapport aux hommes qui étaient là présents oralement. Est-ce que c'est... Voilà. Oui, alors malheureusement, ces correspondances, ces lettres, on ne les a pas vraiment conservées. C'est vrai que si on les avait conservées, ça nous donnerait des... Enfin, certaines sont conservées, mais rares quand même, malgré tout. Et l'Académie, l'avantage qu'on a, c'est qu'à partir de 48 et surtout à partir de 63, on a ces procès-verbaux qui ont été réédités, qui existent sous format manuscrit, qui sont conservés à l'École des Beaux-Arts de Paris et qui ont été réédités au 19e siècle, qui sont un trésor parce que ça nous indique la vie quotidienne de l'Académie. Évidemment, c'est une vie quotidienne des gens qui sont présents. Donc effectivement, ces femmes, on n'en parle que lorsqu'elles sont évoquées dans des conversations ou lorsqu'on leur envoie des lettres pour leur dire qu'elles sont académiciennes. Donc, alors évidemment, il y a un autre aspect, évidemment, c'est que ces femmes fréquentent les peintres. Elles sont d'abord parce qu'elles font partie de ces familles, de ce réseau, donc on les voit, et les informations circulent aussi comme cela. Mais disons qu'elles appartiennent à l'Académie de façon plus symbolique que pratique. Elles ne participent pas aux séances, elles ne participent pas aux délibérations, elles sont là en tant que femmes et de façon symbolique. Elles ne présentent pas de conférences, par exemple. À partir de 1667, vous allez avoir chaque mois une conférence présentée par un membre de l'Académie sur un tableau ou une sculpture issue de la collection royale. Vous n'aurez aucune femme peintre qui présentera cela. Et cela, à ma connaissance, jusqu'à la fin de l'Académie et la création des Beaux-Arts après la Révolution. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, la situation au XVIIe siècle, il y a des phénomènes d'invisibilisation. Mais le vrai phénomène, c'est la minorisation. C'est vraiment le nombre très limité et le statut très inférieur que l'on donne à ces femmes. Et c'est vraiment ça le cœur du problème, si l'on veut. Et qui fait que, si vous évoquez tout à l'heure ce point, mais si on devait faire une exposition sur ces femmes peintres, il faudrait vraiment aller chercher très loin. On a des œuvres, évidemment, mais dans ce cas-là, il faudrait faire un travail très important de recrutement de ces œuvres, parce qu'elles sont assez peu nombreuses si on compare à un Lebrun, à un Le Sueur, à un Poussin, évidemment. Donc c'est vraiment, je pense que c'est important de souligner que il y a des phénomènes d'invisibilisation. On a vu qu'il y a aussi des phénomènes de visibilisation. Chez Bouzon et Stella, il y a un travail qui consiste à se valoriser, à se faire valoir, et c'est un élément très important. Mais c'est surtout un phénomène de minorisation. Et donc, la question posée aux femmes, c'est comment réussir dans un monde où elles sont dans des situations d'assujettissement. Et on voit que ce qui est intéressant, la notion de renversement de stigmate, c'est qu'elles ne cherchent pas à jouer un rôle qui n'est pas le leur. Elles surjouent le rôle qu'il leur est accordé, en montrant que finalement, dans ce rôle qui leur est accordé, elles sont les meilleures. C'est-à-dire que le paradigme du coloris, le parangon du coloris ou de la peinture de fleurs, c'est un art féminin. Glycère, c'est celle qui a inventé l'art des fleurs, c'est elle qui a été le modèle du peintre Pausias en termes de coloris. Et donc elles utilisent ce modèle pour se faire valoir. Donc évidemment, elles restent dans un système stéréotypé, mais elles jouent avec le stéréotype pour pouvoir réussir socialement. Elles y arrivent d'ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver au XVIIIe siècle chez des artistes comme Vigée Lebrun, par exemple, ou Angelica Kauffmann, que j'ai cité tout à l'heure.
Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question par rapport au renversement du stigmate. Parce que se représenter en servante, c'est quand même d'autres coiffures, d'autres exercices corporels. Ça me pose un peu question quand même si vous dites, je vois bien votre explication sur, elles surjouent en fait le rôle qu'on leur attribue. Mais ouais, pourquoi quand même se représenterait-elle en servante et pas quand même en quelqu'un qui a un peu plus d'agentivité? Les servantes ont une forte agentivité, surtout dans un espace domestique. Il faut surtout, comment dirais-je, être peintre au XVIIe siècle, c'est fabriquer des œuvres qui vont être vendues. Donc la question du rapport au client, à la clientèle, il est central, surtout si vous êtes un peintre ou une peintre qui n'a pas une pension royale, donc qui est payé à la pièce, qui est payé à la vente de tableaux. Donc se représenter comme, non pas une servante ici, mais une vendeuse de légumes ou de fruits, c'est mettre en évidence ce qu'est la peinture à l'époque, c'est-à-dire un acte par lequel vous vendez quelque chose à quelqu'un. Et donc c'est vraiment une agentivité. C'est ce qu'on appelle au XVIIe siècle le commerce. En français, le mot de commerce, il renvoie à la fois à la relation sociale et la relation pécuniaire. Faire commerce avec quelqu'un, c'est à la fois avoir une relation avec cette personne, entrer en interaction sociale, et c'est éventuellement échanger de l'argent. Il y a un nombre considérable d'autoportraits de peintres, hommes, en vendeurs de légumes, en vendeurs de fruits, en marchands, en charlatans aussi. Un très beau autoportrait de Gérard Doux qui s'associe à un charlatan. Mais c'est intéressant de voir que les femmes vont se saisir aussi de ce modèle, qui n'est pas un modèle péjoratif du tout, qui n'est pas du tout un modèle mal vu, dans la mesure où, encore une fois, le métier, si j'ose dire, consistant à acheter des légumes, c'est un métier quotidien, c'est un métier important, et on insiste, il est valorisé socialement, il est valorisé poétiquement, on le trouve dans de très nombreuses poésies de l'époque. Donc ce n'est pas une façon pour ces femmes de se dévaloriser, c'est une façon, au contraire, de se donner un statut et une légitimité. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que il ne s'agit pas pour elles, ça c'est un phénomène qu'on trouve plutôt à la fin du XVIIIe siècle, il ne s'agit pas de s'anoblir, il ne s'agit pas de se donner un statut qu'on n'a pas, il s'agit, et c'est ça qui est paradoxal, d'accepter ce statut, qui est un statut qui n'est pas aussi prestigieux que le statut d'une aristocrate ou d'une épouse, d'une duchesse ou de la reine, mais qui permet d'avoir une position sociale et de pouvoir défendre une légitimité au sein de ce champ social. Donc ça nous paraît contre-intuitif aujourd'hui, mais ça leur permet une forme d'émancipation à l'intérieur d'un système de contraintes. Et c'est un phénomène qu'on trouve beaucoup dans le champ religieux également, et dans un certain nombre de champs littéraires également. Les salonnières, comme on appelle, ont beaucoup joué de ce jeu de valorisation par l'organisation, sur le modèle des muses, l'organisation d'une vie littéraire autour de leur personne. Alors en l'occurrence, là, elles ne gagnaient pas d'argent, dans un autre système symbolique. Et on a des traces dans des inventaires ou des décomptes du prix de ce commerce, justement, du prix des tableaux, est-ce qu'elles pouvaient subvenir à leurs besoins? Oui, les femmes que j'ai citées, Louise Moyon, Charles Vignon, elles ont fini leur vie avec une assez bonne fortune. Oui. Alors, encore une fois, il faut relativiser le fait il y a une partie de cette fortune qui vient aussi de la famille et de l'activité du mari, de l'époux, du père, du frère, etc. Mais c'est des femmes qui ont bien réussi et qui avaient une bonne réputation en dehors de la France. Leurs noms sont cités aussi en Italie, en Espagne. Donc elles ont une certaine réputation, alors même qu'elles ne sont absolument pas intégrées dans les systèmes de commande publics. Alors ça, c'est vraiment très important. Elles sont absentes totalement des grandes commandes. Donc ça, c'est un espace qui leur est strictement interdit, en quelque sorte. Donc c'est quand même un modèle intéressant qui se rapproche finalement du modèle néerlandais, de pratique de peinture pour le marché. C'est vrai que j'étais un petit peu long. On a déjà dépassé le temps. Donc, il me reste peut-être de vous remercier pour cette magnifique conférence qui vous a vraiment fait voyager et comprendre beaucoup mieux déjà à cette époque et imaginer un peu autrement cette invisibilité qui est finalement
plutôt pas question d'invisibilité, mais question de sociale et nombre des femmes présentes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et grand merci, Yann, pour cette conférence passionnante. Merci.